Et sans plus tarder, nous allons inviter les panélistes tour à tour à nous rejoindre. Et je voudrais nous prier de bien vouloir recevoir avec ovation, bien sûr, Marie-Evelyne Petrus-Barry pour nous rejoindre sur le podium. Je rappelle que Marie-Evelyne est la directrice régionale de IPPF, Bureau d'Afrique. Elle a plus de 30 ans d'expérience internationale en matière de droits humains et de développement, couplée à des affaires politiques de haut niveau et à la gestion de grands programmes de développement dans les contextes politiques multiculturels et souvent volatiles. Avant de rejoindre l'IPPF, Marie-Evelyne Petrus-Barry a été coordonnatrice résidente des Nations Unies et représentante résidente du PNUD pour la République du Gabon et puis directrice régionale Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elle va nous rejoindre tout à l'heure. Elle vient de quitter la salle, mais elle est tout en rose, donc c'est pas difficile de la voir. Eh bien, à sa suite, celle-ci s'appelle, c'est le docteur Antonella Lavelandnate. Elle va nous rejoindre en ligne. She is a medical officer in the Prevention of Unsafe Abortion Unit at the World Health Organization in the Department of Sexual and Reproductive Health and Research in Switzerland, with a great background in sexual and reproductive health and right as a physician, lawyer, and policy specialist. She provides technical support to countries related to implementation of right-based approaches to the achievement of sexual and reproductive health, including related to clinical care and abortion-related law and policy development. She acted as the lead coordinator for the law and policy domain and human rights for the abortion care guideline, and she supports clinical and policy implementation research within the unit. Je tiens à rappeler que notre panel sera bilingue, donc nous aurons aussi des panélistes qui vont parler anglais, mais il y a le dispositif d'interprétariat qui est mis en place. Le docteur Antonella sera avec nous, mais en ligne. À sa suite, je voudrais inviter alors, sous vos ovations. Marie-Evelyne est là, elle peut déjà nous rejoindre. Ok, super. Alors, on va poursuivre et celle-ci que nous allons aussi accueillir s'appelle Daniela Andresi. I would like Daniela to join us here. Daniela Andresi is an activist in Socoritas in Red, which is an articulation of activist group that provide information and accompaniment to people who decide to receive abortion since 2012. Along with her fellow activities, she provides information on misoprostol and mifeprostone and misoprostol abortion for first and second trimester abortion. They gather with her organization, systematize and upload data on abortion in their online platform. As part of their activities, they also seek and generate liaison with public and private health system institutions and organize informative activities, outreach, action, and workshop on abortion, sexual rights, and the implementation of voluntary interruption of pregnancy law. They advocate for autonomous, legal, safe, and free abortion throughout the world. Please give an applause to Daniela Andreas. Thank you for joining us. On va poursuivre et cette fois-ci, nous allons recevoir un jeune du nom de Beniel Lagossou, docteur Beniel Lagossou, que je vous prie d'ovationner et qui veut bien nous rejoindre. Il est titulaire d'un doctorat en médecine générale de la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Beniel jouit d'une expérience de 8 ans d'activisme au sein d'organisations de jeunes pour les droits en santé sexuelle et reproductive et en particulier l'accès aux services d'avortement sécurisé. Il est fondateur du premier chapitre de Medical Student for Choice en Afrique francophone et plus précisément au Bénin,
Beniel a pris part en tant qu'évaluateur à l'évaluation de la situation des grossesses non désirées et avortement au Bénin en 2018, étude menée par le ministère de la Santé et AIPAS. Il appartient à plusieurs mouvements et creusets d'action au Bénin pour l'avortement sécurisé et est actuellement chargé de programme de la coalition des organisations de jeunes pour l'avortement sécurisé au Bénin, COJAS. Beniel est également Youth Lead à l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, menée par le ministère de la Santé et AIPAS. Il appartient à plusieurs mouvements et creusets d'action au Bénin pour l'avortement sécurisé et est actuellement chargé du programme de la coalition pour l'avortement sécurisé. Beniel, merci de nous rejoindre. Pour finir, nous allons inviter Annie Moudi, que je vous prie aussi d'ovationner. Annie, veuillez bien nous rejoindre aussi. Annie Moudi est de la RDC, elle est la directrice exécutive de Afia Mama, elle est membre de la représentation spéciale du secrétariat général de la plateforme des femmes de la société civile de la RDC. Elle travaille depuis 2017 dans le réseau des femmes leaders africains. Elle est aussi une femme ambassadrice de la paix, féministe. Elle travaille pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, notamment les droits humains des femmes. Elle est aussi membre du bureau de Audace et elle sera aussi avec nous ce matin. Je vous prie d'ovationner tous nos panélistes avec lesquels nous allons tenir cette session. Donc, on rappelle que si vous avez besoin d'interprétation, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, chers panélistes, d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment ravie et nous sommes tous ravis de mener cette session avec vous. Marie-Evelyne, on va commencer par toi. Le changement est possible. Mais on ne peut pas parler de changement sans apprécier tout ce qui s'est passé avant, apprécier le chemin parcouru. Donc, comment on est arrivé là. Donc, est-ce que tu peux nous guider un petit peu dans ce parcours? Comment en sommes-nous arrivés là? Quels sont les cadres mondiaux, régionaux qui nous accompagnent en termes de l'accès à l'avortement? Et quelle est la voie à suivre? Et qu'est-ce que nous devons faire pour garder ce momentum? Merci Mala. Merci Mala, bonjour à tous. Je n'aurai pas la prétention d'avoir toutes les solutions, mais par contre, effectivement, nous allons un peu parler du cadre mondial, du cadre régional et de la façon dont les gouvernements pourraient s'approprier ces cadres. Je voudrais commencer par dire que le fait de pénaliser l'avortement, surtout l'avortement sécurisé, ne réduit pas le nombre d'avortements. En fait, il ne fait que contraindre les femmes et les jeunes filles qui n'ont pas d'autre choix à emprunter des voies extrêmes, des voies désespérées pour mettre fin à leur grossesse. Donc, il est vraiment très important que nous utilisions les cadres au niveau mondial. Nous avons bien sûr l'ICPD, nous avons le programme d'action de Pékin, nous avons les ODD, nous avons le CEDAW, nous avons les nouvelles directives de l'OMS, nous avons le comité des droits de l'enfant. Maintenant, au niveau régional, nous avons bien sûr le protocole de Maputo. Donc, tous ces cadres ont explicitement demandé aux États de dépénaliser l'avortement, de garantir l'accès aux services d'avortement. Ces cadres ont également reconnu à plusieurs reprises le lien entre les lois restrictives sur l'avortement, les taux élevés d'avortement et la mortalité maternelle. Donc, ces cadres, dont le premier, le ICPD, avec la conférence qui s'est tenue au Caire en 1994, et dont 179 gouvernements ont signé le plan d'action, est un cadre important parce qu'il considère l'accès à l'avortement sécurisé comme un impératif pour la santé publique. Le protocole de Maputo est important et il est vraiment important que nous
encouragions, que nous exigions de nos États qu'ils honorent et qu'ils s'approprient de ce protocole, parce qu'il est le tout premier traité à reconnaître l'avortement sous certaines conditions comme un droit humain des femmes dont elles devraient jouir sans aucune restriction et sans aucune crainte d'être poursuivies. Ça, c'est le cadre régional pour l'Afrique, dont l'article 14 appelle les États à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes en autorisant l'avortement en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste, lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la santé mentale ou physique de la mère ou du fœtus. Donc le mois dernier, à l'occasion de la journée de l'avortement sécurisé, les États partis de l'Union africaine ont exhorté les pays à honorer leurs engagements de la Charte africaine des droits des peuples en dépénalisant l'avortement dans leur pays. Donc nous, notre rôle, ce serait vraiment de suivre ça au niveau régional avec nos organisations régionales et au niveau national pour s'assurer que cela arrive. Bon, nous avons quand même quelques victoires. Depuis 1994, 35 pays au niveau global ont libéralisé leurs lois sur l'avortement en élargissant les conditions dans lesquelles les femmes peuvent légalement accéder aux services d'avortement. En Afrique, plusieurs pays ont adopté des lois, des politiques et d'autres mécanismes institutionnels qui peuvent faire progresser l'avortement sécurisé et le droit des femmes, notamment l'Algérie, le Bénin, l'Éthiopie, le Libéria, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Rwanda. Ce n'est pas une liste exhaustive. La domestication et la mise en œuvre complète Marie-Evelyn, du protocole est-ce que tu peux utiliser ton micro? de Maputo est possible. Je ne parle pas assez dans le micro, je suis désolée. Vous m'entendez? Ça va? Ok. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Ok. Donc je voudrais quand même citer l'exemple du Bénin. Avec le nouveau texte de loi, je sais que vous en parlerez, mais je crois que c'est vraiment très important de le mentionner ici, parce que c'est un progrès qui pourrait être suivi par d'autres pays. Le nouveau texte de loi sur l'avortement a étendu la prise en charge de l'avortement au-delà même des stipulations du protocole de Maputo. La loi s'étend maintenant à la possibilité et à la protection de l'éducation ou de la carrière d'une femme, par exemple une étudiante qui tomberait enceinte et craindrait d'abandonner ses études pourrait demander l'interruption de grossesse pour avoir une chance de les terminer. Donc c'est vraiment innovant et ce sont des choses qu'il faudrait vraiment encourager nos États à suivre. Ce qui peut également nous aider à faire une différence, et je sais que vous allez en parler tout de suite, ce sont les nouvelles directives de l'OMS avec 50 recommandations qui couvrent la pratique clinique, les prestations de services de santé, les interventions juridiques et politiques pour soutenir des soins de qualité en matière d'avortement. Ces directives proposent aussi de supprimer certains des obstacles et d'élargir l'accès aux soins d'avortement. Donc j'ai hâte d'entendre, Madame, ce que vous allez dire par rapport à ça. Les prochaines étapes, je pense que nous sommes très très loin d'arriver là où nous aimerions arriver. D'autant plus que selon l'OMS, 5 à 13% des décès maternels dans le monde sont dus à des complications liées à des avortements non sécurisés, dont la grande majorité se produit dans les pays en développement. L'interdiction de l'avortement entraîne une augmentation des décès liés à la grossesse forcée. L'interdiction de l'avortement n'est rien d'autre qu'une grossesse et un avortement forcé. N'est rien d'autre qu'une grossesse et un accouchement forcé. Par ailleurs, la mortalité liée à l'accouchement est environ 14 fois plus élevée que les soins liés à l'avortement sécurisé.
Donc, je ne vais pas trop m'attarder parce que je sais que les collègues vont intervenir sur ces questions, mais je voudrais dire en conclusion qu'il faudrait vraiment que tout le monde aujourd'hui considère l'avortement comme un droit humain. Je pense que si on intégrait davantage les questions d'avortement sécurisé en tant que droits humains fondamentaux, faisant partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on arriverait à faire un meilleur plaidoyer pour l'avortement sécurisé. Je pense qu'il faut également demander à nos États de ratifier, d'intégrer et de mettre en œuvre le protocole de Maputo. Il faut appeler les gouvernements par tous les moyens possibles à dépénaliser l'avortement. Et il faut intensifier les efforts pour assurer la pleine réalisation des droits des femmes en Afrique en augmentant l'allocation des ressources pour faciliter la formation, l'équipement et les fournitures qui vont permettre d'accéder plus facilement à l'avortement sécurisé. D'autre part, la technologie progressant, nous devrions essayer d'investir dans des solutions de santé qui utilisent la technologie afin d'améliorer, d'élargir efficacement l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, en particulier dans les situations difficiles telles que des pandémies, telles que celles que nous avons connues ces dernières années. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous et j'espère que nous pourrons vraiment avancer sur cette question et sortir d'ici avec de bonnes bases qui vont nous permettre de faire le plaidoyer, de communiquer, de promouvoir les services que nous offrons pour s'assurer que nous arrivons à l'avortement sécurisé pour toutes les femmes et les jeunes filles qui le désirent. Merci de votre attention. Thank you so much. Thank you so much, Mary. Dr. Antonella, she's joining us online. So, Dr. Antonella, Mary just mentioned several times the WHO guidelines, and we noticed that this time. Sorry, can we confirm that you can hear us? Dr. Antonella, are you on with us? Yeah, if not, we can just move to the next. Okay. So we move to the next step. Elle nous entend. Okay. Can you hear me? Oh, yeah. Now we can hear you. Okay, great. I can hear you. Sounds good. Dr. Antonella, we're happy that you joined us. And as you were with us when Evelyn was talking, she mentioned several times the WHO guidelines. And we noticed that this time the guideline has emphasized on the human right and paradigm shift. Would you mind to explain to us why and also walk us through the main highlights of the guidelines, as well as who was involved in it? Dr. Antonella. Yes, absolutely. I would love to do that. I can't tell, but I presume that you're projecting my slides. I think so, but you can start. We cannot see your slides yet, but just give us a second. It's okay. Yes, go ahead. Okay, great. So, thank you so much for having me here with you today. Can you hear me all right? Yeah. Fantastic. And I really apologize that I cannot be with you there in person, but I feel quite privileged that you've invited me to speak. So, next slide, please. As was just mentioned, next slide, please. Antonella, is everything is okay? Antonella.
Antonella? Yes, can you hear me? Yes. Great. So today I'm just going to speak to you about the recently released WHO abortion care guideline that was just mentioned, as you mentioned by Evelyn, and provide an overview of the development process, including in particular the human rights integration. Next slide, please. So in March of this year, the WHO launched the guideline, and it replaces all previous guidelines on abortion. The guideline speaks to comprehensive abortion care, and it includes information, abortion management, including induced abortion, but also related to pregnancy loss, and post-abortion care. The guideline is centered on the values and preferences of abortion seekers, and it considers them as active participants in, as well as beneficiaries of, health services. And it covers the various components of the abortion care pathway. So the who, what, where, and how, from the pre-abortion to the post-abortion process. And underpinning all of this is the enabling environment, and this includes respect for human rights within a supportive framework of law and policy, the availability and accessibility of information, and a supportive, universally accessible, affordable, and well-functioning health system. Next slide, please. To provide some background, I'd like to share with you some of the details about how the guideline was developed. The process began in 2018 and went through 2021, and it involved individuals at multiple levels, including regional office and vast range of country expert contributors and support personnel. Global experts were brought together in clinical care, health systems, human rights, and law and policy to review the evidence and draft the recommendations. Youth representation was also included. WHO has made a commitment to integrate human rights into healthcare programs and policies at national and regional levels by looking at underlying determinants of health as part of a comprehensive approach to health and human rights. When we speak of rights, we're referring to the right to life, health, liberty, autonomy and security of the person, the rights to equality and non-discrimination, and the right to privacy, among others. Thus, the guideline development process uses an evidence-to-decision framework, which integrates not only the balance of health benefits and harms, but also human rights and sociocultural acceptability, health equity, equality and non-discrimination, societal implications, financial and economic considerations, and feasibility and health system considerations. The framework appreciates the fact that some interventions can be complex, and they can have multiple components, and these components can interact synergistically or dyssynergistically, and they may be nonlinear in their effects, and they're often quite context dependent. Such complex interventions often interact with one another, such that outcomes related to one individual or community may be dependent on others, and they may be impacted positively or negatively by the people, institutions, and resources that are arranged together within the larger health system. Laws and policy interventions related to the regulation of abortion are such an example of complex interventions operating within complex systems. Next slide, please. For the guideline, and specifically for the law and policy recommendations, we used an iterative, principles-based approach to retrieve and synthesize evidence that integrates both public health and legal methodological approaches to give equal weight to human rights standards in the consideration of evidence. We've published a very detailed methodological paper, and the reference is noted at the end of this presentation. But in brief, we first developed an abstract human rights analysis relating to the intervention under consideration. We call this our overarching rights analysis. So to do this, we conducted a comprehensive review of the human rights standards relevant to abortion access as articulated by United Nations treaty monitoring bodies and special procedures in their general comments, general recommendations, reports, concluding observations, and decisions on an individual complaint. Next, we retrieved and synthesized existing evidence, which included conducting a review
and applying a rights analysis to the evidence within the review. This is our evidence synthesis. In general, our research questions, we considered various outcomes, such as delay, cost to individuals in the system, self-managed abortion, unlawful abortion, referrals, workload implications, stigma, and disproportionate impact, just to name a few. We also had outcomes that were more specific to an intervention, which I'll review in a moment, the various interventions we looked at. But for example, criminalization, which was mentioned earlier, we looked at things like criminal justice procedures, harassment, anti-abortion sting operations, availability of trained providers, and reporting of suspected unlawful abortion. Many of these were pre-identified as possible outcomes after a process of legal mapping, which involved a rapid scan for literature reviews and research studies, as well as causal modeling to identify additional research that may not explicitly assess the effect of law, but whose report's findings could plausibly be used in assessing these effects. Then we completed a summary analysis combining all the previous stages. Next slide, please. For the law and policy interventions, we conducted reviews on specific barriers that had been previously identified in our 2012 Safe Abortion Guideline as they relate to abortion care. In particular, those encircled, as well as the 3 additional topics to the right: criminalization, grounds, and gestational limits. And these were based on inputs from a scoping exercise. It's important to recognize that all of these recommendations are interrelated, and we cannot act on one without considering the others. You already heard Evelyn mention penalization or decriminalization, as well as the Maputo Protocol. So I'll touch upon that in a moment. But beyond human rights integration, for each law and policy recommendation, key human rights considerations are also attached to the clinical and service delivery recommendations. In addition, the guideline has an entire section dedicated to human rights as specified in relevant international law instruments and their associated obligations and principles relevant to sexual and reproductive health and rights, and in abortion in particular. Next slide, please. So now I'll turn to the first recommendation that exists in the guideline, and this will just act as an example of how we did this. The review examined the impact of criminalization on 2 populations: people seeking abortion and healthcare providers. We analyzed the International Human Rights Corpus on Reproductive Rights to identify relevant human rights standards, and these were standards that were referred either expressly to the criminalization of sexual and reproductive health care, including abortion, or outlined states' obligations vis-a-vis sexual and reproductive health care as they could be applied to the criminalization of abortion. At the same time, we conducted a search which generated almost 50,000 citations after duplicates were removed. And here we found public health evidence which covered 19 settings in all 6 WHO regions. Specifically, we found that criminalization contributes to abortion delay, including by providers who are trying to qualify patients under limited exceptions. Continuation of pregnancy and opportunity costs exist, including travel to access abortion, those associated with poor quality post-abortion care, and other financial burdens. Distress, stigma, and exploitation were also present. We also found that criminalization does not impact the decision to have an abortion, but instead contributes to unlawful abortion, which can often be unsafe. There was evidence that pointed to increased workload implications, as well as additional complex regulations about how providers are trying to avoid putting themselves or their patients at risk. It negatively impacts the relationship between provider and the patient, and it complicates referral pathways. While few studies indicate that healthcare providers generally do not report women to authorities, many more suggest that some healthcare providers report or would report a woman suspected of an induced abortion and consider themselves bound to do so. We also found that criminalization contributes to system costs, as well as increases in maternal mortality and morbidity by creating a black market for abortion medication and distorting record keeping. Having undertaken the searches in the full text review, we integrated the bodies of evidence, that from the studies and that from the human rights law, to fully understand the implications of criminalization. It is from here that we came to the recommendation for the full decriminalization of abortion. Within this context, decriminalization means removing abortion from all penal or criminal laws, not applying other criminal offenses such as murder or manslaughter to abortion, ensuring there are no criminal penalties for any actor involved in the abortion process,
That includes the pregnant woman or anyone else assisting in the process, including whether it's to provide information, performing the abortion, or accompanying the person. Decriminalization would ensure that anyone who's experienced pregnancy loss is not suspected of illegal abortion, and it does not make women vulnerable to forced or coerced abortion because there are already existing laws that would cover this, such as assault. Next slide, please. Decriminalization, though, is only one step towards ensuring abortion is available, accessible, and of high quality. Further legal changes and regulatory changes may be needed. Depending on the context, these might include legalization of abortion, whereby express prohibitions for abortion are removed and express permissions are provided, or adjustments to laws and policies related to who can provide and ensuring provision of quality medicines are made available. The distinction between decriminalization and legalization is also related to our recommendation on grounds-based approaches, an approach that's used by most countries in the regulation of abortion. Next slide, please. While I won't go through the approach again, I will note that the recommendation is against laws and other regulations that restrict abortion by grounds and recommends that abortion be available on request without justification as to reason. Until they are replaced with abortion on request, any existing grounds should be formulated and applied in a manner consistent with international human rights law. This means that the content, interpretation, and application of grounds-based laws should be revised to ensure human rights and compliance. At minimum, this requires that existing grounds are defined, interpreted, and applied in a human rights compliant way. Abortion is available when carrying a pregnancy to term would cause the woman, girl, or other pregnant person substantial pain or suffering, including but not limited to situations where the pregnancy is the result of rape or incest, or the pregnancy is not viable. Abortion is available where the life and health of the woman, girl, or other pregnant person is at risk. Health grounds should reflect WHO's definition of health, and there are no procedural requirements to prove or establish satisfaction of grounds, such as requiring judicial orders or police reports in cases of rape or sexual assault. Next slide, please. And finally, grounds-based approaches are commonly accompanied by gestational age limits. We recommend against laws and other regulations that prohibit abortion based on gestational age limits. Again, I won't go through the details, and all of this information is available within our guideline as well as in our evidence to decision frameworks. It is important to note, though, that this is a regulatory recommendation, meaning we are not speaking about when abortions should or should not be provided. We know that gestational age limits are arbitrarily set and not evidence-based. Pregnancy can and is often safely ended regardless of gestational age, and we do know that terminations of pregnancy happen for all sorts of reasons. The difference here is who decides. From our perspective, gestational age limits are relevant when considering methods of abortion. Next slide, please. Based on our findings from all the reviews, we know generally that restrictive laws and policies regulating abortion risk causing delays in receiving care or abortion becoming inaccessible in practice. They impact access to medical procedures needed primarily by women, and they often disproportionately affect populations in vulnerable situations, including adolescents, women facing financial hardship, and those with less access to education. Inaccessibility of quality abortion care risks violating a range of human rights of women and girls. Multiple actions are needed at the legal, health system, and community levels so that everyone who needs it has access to comprehensive abortion care. Consideration then to what is needed to facilitate access is important. So for example, considering how to ensure that care is provided respectfully and with compassion, that individuals have access to information, confidentiality, and privacy, and that there are efforts to counteract abortion stigma. These are active processes that must be undertaken, and moreover, accountability mechanisms are essential to the protection, respect, and fulfillment of sexual and reproductive health and rights. Thus, states should take positive steps to secure an enabling regulatory and policy environment to ensure the universal availability, accessibility, acceptability, and quality of abortion care. Next slide, please. I'll stop here, and I look forward to continued discussions, but I also wanted to share some additional resources on abortion care that we have available should you need them.
including our media channel on YouTube, where we posted many of our webinars on the guideline. Next slide, please. Thank you. Thank you so much, Antonella. And I think it's always, I mean, the WHO guidelines were revealed earlier this year, and I cannot count the number of times I've attended some of their dissemination webinars to really help us understand better. And it's always so refreshing to see just how grounded it is in human rights and how all of these recommendations are evidence-based. And which takes me to you, Daniela. One of the recommendations against this time around was against laws or regulations that restrict abortions on grounds. And I know that you are an activist in Argentina, and you've been quite involved in the movement in Argentina to decriminalize abortion. Can you give us, just walk us through what that process has been like? But also, can you highlight some of these laws and changes that have happened in Argentina thanks to the work that you've been doing, and what it means for abortion care, not just in Argentina, but globally? It works? Hello, yes. Well, bonjour. Merci to Odas and IPAS and Mama for having me here. I'm very happy. I'm very sorry I don't speak French. I'll try to keep it short. So, I'm here from Argentina to share a bit of our experience on the path that led us to finally achieve the law, the very, very much desired abortion law, which is, as we all know, and perhaps Daniel has some input in it, it's a flaw. It's just a common ground to keep fighting and keep making changes. It doesn't change anything by itself, but it's like the necessary first step to move forward and contribute to decriminalization. I shouldn't choose long words for this because I'm a bit nervous, so bear with me. I'll try to keep it short anyway. The law in Argentina is the 27610 of voluntary interruption of pregnancy law. My organization, I participate in a network of feminist groups that accompany abortions throughout the country since 2012. But this organization also is apart from the national campaign for the right to the legal, free, and safe abortion in Argentina. That campaign, that federally articulated political parties, activists, social movements, etc., was created in 2005. And that was like the first organic collective effort towards the law. And one of its most important topics was destigmatizing abortion, because if we couldn't comply with the social legitimation of abortion, it's very difficult for the law to actually thrive, you know? So my organization, Socorristas en Red, emerged within the national campaign for the right to abortion. It is worth saying that Socorristas en Red arose to give way to direct action activism that had the law as one of its main objectives, but it was not and is not its only goal. In a way, our goals and our longing for autonomous abortion, our certainty that abortion belongs to no one but the one who aborts,
and our conviction that when we accompany abortions, we are choosing the life we want to live surpass the claim of the law. Although until now, it has never ceased to be a central part of our activism. In that same year, in 2012, the Supreme Court of Justice of the nation issued the sentencing known as the FAL ruling, setting a very important legal precedent for the sanction of the law. And we feminists and activists we were always and are always very attentive to any piece of argument we can, collect to make a stronger case for our claim. So everything matters. Legal precedents and social legitimation, everything matters. I want to make it very clear, I'm just sharing my experience from my country in the hope that it will be useful, but in any way, I don't mean that it's valid here, I don't know. Hopefully it's useful at some point. And there was another very important point in the path to the law, the journey to the law, that was the arose of what it's called the Green Tide movement or the Green Wave. We actually call it the Green Tide. This is just a fun fact. We call it the Green Tide and not the Green Wave because in Argentina, in the late 80s, we had this television show that was called the Green Wave, so it's kind of confusing for us to call it like that. So we choose tide, not wave. But you can call it whatever you want. The Green Tide, it's a truly mass movement that took the claim for the legalization of abortion as their most important demand. And it exploded in 2018. That was the year that the law was treated in the Congress for the first time. It didn't pass that year, but it was treated and it was like a huge accomplishment. And during the Congress sessions, there were vigils in the streets and in the squares all over the country, and that was the Green Tide. That was very especially a young generation of activists that found in the claim for the legal abortion their call, and they took to the streets, and I'm not sure that the law would have passed if there weren't all that social support, the popular mobilization. So I think it's like a fundamental part, along with the regulations and the precedents and the WHO and the medical input, but social mobilization, the matter that people take the claim in their hands, to me, it's fundamental for the success of this kind of demands. Because even if we got the law, if we don't have it owned by the people, it wouldn't thrive, and it will not be enforced as it should, because there will be no social demand for it, if I make sense. So I'm just wrapping up now, so I don't take more time. But I wanted to say that the levels of popular mobilization were already massive and unstoppable by 2018 in Argentina. The mass movement that we call the Green Tide had, as I see it, two distinctive characteristics. One of them was transversality that cut across many different sectors: unions, political parties, activist groups, social movements, human rights advocates, etc. So transversality, it's in itself fundamental, because abortion is transversal in cut across all society. So they gather in one claim, and the other
that I was telling before, the other unique characteristic that gave it its momentum was intergenerationality, because this new generation of young people who awoke to the feminist struggle with the arrival of the Ni Una Menos, Not One Less, which is an anti-gender violence campaign that we have in Argentina since 2015, was very important for the new generation. I'm speaking about 13-year-olds took into the streets and claiming for the violence to stop. So they found in the claim for the legalization of abortion and its decriminalizing sensitivities the call that led them to take to the streets with incomparable vitality. That is why the Green Tide is also called the revolution of the daughters, alluding to the rich heritage of women-led militancy of the mothers and grandmothers of Plaza de Mayo. The certainty that this battle had to be won in the streets led to mobilizations all over the country. The debate was omnipresent and was enriched by every activist that took part in it. Many things were discussed. Legalization and or depenalization, there wasn't always agreement on everything, but the discussion had to be held, and it enriches the path to the law. The inclusion of pregnant individuals who do not self-identify as women, the certainty that abortion was a debt owed by the state. Finally, the most distinctive action during the effervescent years toward the law were the pañuelazos. Pañuelazos is a word we use to name protests which involved hoisting up a green scarf as a flag of battle that took place every week in many cities across the country. So there was many years, and it was like a very persistent movement and claim. And I spoke too much. No, they don't want this. It's up. No, I don't. It's working, but I think it's okay? Well, I think it's my cue to just check here, and then you can let me know if I require to intervene again. Sorry. Thank you for your patience. Thank you, Daniela. No, I don't think the gods of the microphone were trying to stop you from speaking. Thank you so much for sharing a lot of your experiences in Argentina. And what I pulled out of your talk was that there are different strategies to getting there. And interestingly, we have a very diverse group here. Donc, Beniel, une chose très importante que Daniela vient de mentionner était autour de la stratégie qui a bien marché avec eux, qui était la mobilisation sociale. Je sais que c'est pas pareil partout. Parfois, on a besoin de stratégies, des plaidoyers un peu plus discrètes. Et donc, je voulais venir vers toi à cet égard. Tu fais partie de la coalition de jeunes pour l'accès à l'avortement sécurisé au Bénin. Et au vu de la récente loi au Bénin sur l'avortement sécurisé, quel a été le rôle des jeunes et comment ils étaient impliqués et quelles étaient leurs stratégies pour arriver à cette loi? Merci beaucoup, Mala. Merci beaucoup, Mala. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que la contribution des jeunes dans le cadre du changement légal qu'il y a eu au Bénin a été prépondérante. Et cette contribution peut s'articuler autour de 3 grands moments. Avant le changement légal, durant le changement légal et après le vote de la loi. Mais pour comprendre cette contribution, je pense qu'il faut avoir à l'esprit l'organisation même des jeunes
parce que c'est l'un des facteurs de réussite ou d'efficience de notre contribution. Et pour ça, je vais vous ramener 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, le mouvement pour l'accès à l'avortement sécurisé dans la sous-région d'Afrique francophone et plus particulièrement au Bénin était encore embryonnaire. Il y avait, je sais que Kader ne va pas le nier, il y avait de rares organisations de la société civile et d'organisations de jeunes qui osaient prendre la parole sur la question. Il y avait quelques champions qui avaient été formés ça et là. Mais les actions étaient isolées, timides et sporadiques dans un contexte où il y avait vraiment la stigmatisation, il y avait un tabou autour des questions de sexualité et plus particulièrement la question de l'avortement. Il y avait une certaine peur d'avoir sa réputation touchée en abordant cette question. Je me rappelle encore de mon premier message sur Facebook en 2017 par rapport à la question d'avortement sécurisé. J'ai passé une très lourde semaine. Et ce contexte était davantage délétère parce que les partenaires techniques et financiers, certains partenaires techniques et financiers ne voulaient pas avoir leur image associée à une organisation qui travaille sur la thématique. Dans ce contexte, entre OSC, entre organisations de jeunes et jeunes champions, on s'est dit que la solution serait en étant ensemble. On se disait qu'on serait plus fort ensemble. Il y aurait plus de synergie, il y aurait plus de coordination et nos voix allaient plus porter. Et c'est comme ça qu'on a pensé à la coalition des organisations de jeunes pour l'avortement sécurisé. J'avoue que c'est un processus qui nous a pris 2 à 3 ans. Aujourd'hui, cette coalition comporte 12 organisations de jeunes pro-choix qui ont un réel ancrage sur le territoire et des champions indépendants. Mais le processus a pris 2 à 3 ans parce qu'il fallait s'accorder sur une vision commune. C'est vrai, on était tous pro-choix, mais est-ce qu'on avait la même vision? Il fallait s'entendre sur une mission commune, sur des objectifs et élaborer une feuille de route consensuelle. Après ça, il fallait également renforcer nos capacités. Il fallait se rassurer qu'au sein de la coalition, on était tous au même niveau d'information. Parce que la thématique que nous abordons, c'est une thématique très délicate. Et il est déjà arrivé de voir des gens qui, en voulant bien faire, ont été contre-productifs. Donc, on a mis l'accent sur le renforcement de capacités à l'interne. On a également pris le temps d'élaborer notre argumentaire ou notre narratif. Maintenant, je viens à la contribution en elle-même. Avant le vote de la loi, cette contribution, je pense, on peut la classer en 3 points. Le volet plaidoyer, le volet engagement communautaire et le volet campagne. Au niveau du plaidoyer, aux côtés des autres organisations de la société civile, on travaillait pour avoir un décret d'application de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive. Le Bénin a une loi sur la SR qui date de 2003, qui autorisait l'avortement uniquement quand la vie de la mère quand sa santé était en danger, quand le fœtus était porteur de malformation, en cas de viol et d'inceste. Donc, on travaillait pour avoir un décret d'application de cette loi qui date de 18 ans en arrière. On travaillait également au niveau communautaire. L'engagement communautaire, c'est l'une des bases pour avoir des changements solides et durables. Donc, on avait défini une stratégie d'engagement communautaire. On organisait des sessions de clarification des valeurs et de transformation d'attitude. Parce que sur notre thématique, la question de l'avortement sécurisé, on a la chance que les CVTA constituent un modèle qui ont fait leur preuve. Donc les CVTA servaient de socle à notre intervention en communauté. On utilisait également la paire éducation. L'autre chose qu'on a eu à faire avant le vote de la loi, c'est une campagne digitale. Et je pense que c'était la première campagne digitale où on abordait la question de façon aussi frontale.
C'était de mars 2021 à août 2021. On avait choisi le réseau social Facebook. C'est une campagne qu'on a appelée « Sa santé, ses choix », « She Make Her Choice » en anglais. Et cette campagne était axée autour de 4 grands piliers. Premièrement, apporter l'information avec des évidences, avec des données factuelles. Deuxièmement, faire du plaidoyer vers le politique, avec également un argumentaire qui était beaucoup plus santé publique. Troisièmement, il y avait également le référencement et la gestion de l'opposition. J'avoue qu'au cours de cette campagne, on a eu à beaucoup gérer l'opposition parce que de façon frontale, les gens nous interpellaient. À côté de cette première campagne digitale, grâce à laquelle on a touché quand même assez de OK. À côté de cette campagne digitale, grâce à laquelle on a touché quand même assez de personnes, nous avons eu également à mener un micro-trottoir. Et c'était dans le cadre de la Journée internationale pour l'avortement sécurisé de 2021. Nous sommes allés en communauté, nous avons interviewé les populations sur ce qu'ils et qu'elles pensaient des avortements clandestins. Et clairement, les populations ont dit que les avortements clandestins constituaient un problème et qu'il fallait que les femmes puissent recourir aux services d'avortement sécurisés. Ce micro-trottoir a fait quand même du boom parce que 2 semaines après intervenait le vote de la nouvelle loi. Ça me permet de venir à notre contribution pendant le vote de la loi. Et ce point, je m'en voudrais de l'aborder sans quand même saluer la volonté politique et l'engagement politique qu'il y a eu au Bénin. Et je pense que c'est l'un des facteurs clés, sinon le facteur clé qui a permis cette réforme. Parce que tout à l'heure, je disais qu'au niveau des jeunes de la société civile, on faisait un plaidoyer pour avoir des décrets d'application de la loi 2003, laquelle loi ne permettait qu'à une femme sur 5 qui a besoin des services d'avortement d'en jouir. C'est-à-dire quoi? Viol, inceste, malformation fœtale, vie de la mère. Des études ont montré qu'en cas de demande de services d'avortement, seule une femme répond à ces conditions. Donc, la nouvelle loi a été plus progressiste en ajoutant les cas de détresse morale, éducationnelle, et financière et professionnelle. Nous avons été très contents parce que lors des débats parlementaires, nous avons vu que les députés ont utilisé les mêmes messages et le même argumentaire qu'en tant qu'organisation de jeunes, nous utilisions. Et nous n'allons pas trahir de secret en disant qu'il y a même un de nos membres qui a été approché à la veille par un honorable parce qu'il aurait entendu parler de notre micro-trottoir qui a été réalisé. Même si ça, c'était des motifs de satisfaction, on peut dire qu'il y a quand même un petit bémol qui ne diminue rien. C'est que de façon officielle, c'est vrai, les OSC, les jeunes, les femmes, n'ont peut-être pas été officiellement consultés sur la question dans le cadre de l'élaboration de la loi. C'est peut-être également une stratégie pour éviter que les débats ne s'enlisent avant le vote de la loi. Mais jusqu'au moment où la loi allait être votée, il y a les anti-choix qui s'étaient soulevés. Sur les réseaux sociaux, il y avait la conférence épiscopale, il y avait des organisations très bien organisées qui avaient lancé une campagne de désinformation et de dénigrement. En tant que pro-choix organisation de jeunes présents, on s'est dit, voilà, il fallait qu'on puisse quand même intervenir, mais intervenir de façon stratégique. Parce qu'en matière de gestion de l'opposition, ce que je retiens d'abord, c'est qu'il ne s'agit pas de répondre à tout et qu'il faut savoir répondre. On s'est dit que dans cette période où la loi était déjà sur la table des députés, se lancer dans un débat pourrait être contre-productif. Donc on répondait, mais uniquement sur des données factuelles. Nous, notre rôle, ce n'était pas de venir dire, oui, on est pour, non, on est contre l'avortement, mais sur la base de données factuelles, l'avortement c'est si, les évidences démontrent si. Et c'est ce rôle qu'on a joué durant le vote de la loi. Juste après,
le travail a continué. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une loi. Le fossé entre la loi et la jouissance même des services peut être très grand. On peut avoir une loi sans que la loi ne soit applicable. La preuve, depuis 2003, on avait une loi relative à la santé sexuelle et reproductive, mais elle n'était pas vraiment applicable. C'est le cas dans beaucoup de pays. Donc, depuis le vote de la loi, nous travaillons toujours à avoir l'engagement communautaire. Et là, nous avons choisi une stratégie un peu spéciale. C'est quand on va en communauté, on essaie de faire un diagnostic communautaire. On essaie de discuter avec les populations elles-mêmes, essayer de voir comment elles-mêmes, elles perçoivent le changement qui est intervenu, comment elles abordent les questions d'avortement clandestin. Et c'est sur la base de ça que nous modelons nos sessions de clarification de valeurs et de transformation des attitudes. Toujours après le vote de la loi, nous avons quand même voulu travailler avec les prestataires parce que la loi peut être là et le prestataire va choisir de ne pas offrir les services. La loi peut être là et elle sera méconnue du prestataire. Donc nous avons organisé plusieurs sessions avec les prestataires autour du nouveau cadre légal et afin de clarifier les valeurs. L'autre chose également qui, je pense, est un truc très pertinent que nous avons fait, c'est associer les leaders religieux, poser le débat avec les leaders religieux. Généralement, on a tendance à se dire, quand on fait le mapping des stakeholders, que les leaders religieux, c'est l'opposition, il faut les délaisser. On s'est dit non, on a initié une table ronde avec les leaders religieux venant de toutes les confessions religieuses du pays. On avait près de 70 leaders religieux, on a posé le débat, on est passé par des sessions de clarification de valeurs et je puis dire que les résultats étaient au-delà de nos attentes parce qu'on a eu des leaders religieux qui se sont engagés à quand même avoir une attitude un peu plus positive par rapport à la question. Je m'en vais m'arrêter. Oui. Je m'en vais m'arrêter en disant qu'à côté de tout ça, on a la chance. Quand vous êtes en coalition, vous arrivez à être représenté aux instances de décision. Parce que le problème que parfois les décideurs ont ou les gestionnaires de programmes ont, on se dit on veut associer les jeunes. Mais c'est quels jeunes il faut associer quand il y a une diversité de mouvements. Donc du fait d'être au sein d'une coalition, on a quand même eu à participer à l'évaluation de l'écosystème de l'avortement sécurisé. On a eu, avec toutes les autres parties prenantes du pays, à participer à l'élaboration d'une feuille de route. Et là, on espère vraiment qu'après l'élaboration, on pourra participer à la mise en œuvre de cette feuille de route. Parce qu'une chose est d'avoir la feuille de route, une chose est de dire que les jeunes ont été impliqués dans l'élaboration. Et la réelle chose, c'est réellement qu'ils puissent... Merci Béniel. Vous voyez, le changement est effectivement possible. Il y a de l'espoir parce qu'il y a plein de mouvements d'ici et d'ailleurs qui travaillent pour l'amélioration des conditions d'accès aux services d'avortement. Et Béniel a si bien mentionné le rôle primordial que les jeunes peuvent jouer en toute histoire de changement. Que ce soit en Afrique, que ce soit aussi hors de l'Afrique, on voit le pouvoir et l'énergie des jeunes a fait changer les choses. Et Béniel, à travers sa présentation, a montré, avec énergie bien sûr, tout ce que les jeunes ont pu faire avant, pendant et puis après le vote de cette loi au Bénin. Mais comme vous pouvez le voir, le changement, ça se produit un peu partout et nous le souhaitons vivement pour tous les pays africains. Et cette fois-ci, nous allons en RDC avec Annie Modi. Et en RDC, on sait qu'il y a eu la domestication du protocole de Maputo. Ça et là, en Argentine, la mobilisation sociale qui a fait fort, des stratégies avec les jeunes et la volonté politique qu'on constate au Bénin. Alors, quelle a été la situation en RDC? On voudrait comprendre avec Annie Modi. Annie? Merci beaucoup aux organisateurs, les centres d'AS, les partenaires et aussi à mes co-panélistes parce qu'ils ont bien su poser les bases pour que moi je vienne juste ajouter le contexte de la RDC. La situation de la République démocratique du Congo en lien avec l'avortement commence il y a très longtemps. Et ça, il est important de mentionner que c'est vraiment dans le contexte
très patriarcal que déjà en 1940, la loi de 1940 pénalise l'avortement, ce qui va directement avec ce souci du système de vouloir contrôler le corps de la femme, refuser à la femme de disposer librement de son corps. Mais de 1940 jusqu'à ce que nous puissions prendre conscience de nos problèmes, il y avait les problèmes de l'ignorance justement des textes de loi qui est un peu plus général aussi et qui existait. Mais le contexte qui vient réveiller un peu la population, c'est avec la guerre, je vais dire comme ça, parce que nous avons eu beaucoup de cas de viols. L'utilisation des viols comme arme de guerre a fait que, en tout cas de manière collective, on réalisait qu'il y a une génération de femmes et jeunes femmes qui portent des grossesses qu'elles ne veulent pas, mais à ce moment-là, les gens commencent à réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ne pouvaient pas non plus vraiment accéder à l'avortement dans les contextes qu'il y avait avant l'année 2000. Mais quand même, les réflexions commencent et les problèmes, ces besoins créent une dynamique qui pousse maintenant au niveau de l'État aussi à commencer à prendre en compte cette dimension dans les réflexions des changements politiques parce qu'une transformation du contexte politique a suivi. À partir de là, je vais aller très vite parce que l'État est très limité. Nous avons au niveau de l'Afrique le protocole de Maputo qui passe. Il y a aussi l'observation numéro 2 de la Commission de l'Union africaine sur les droits de l'homme et du peuple qui s'accompagne. Le contexte politique a fait que la RDC a été quand même parmi les pays qui ont suivi un processus très, très, très formel qui a montré la bonne foi, côté gouvernement au moins. Le Parlement, en son temps, a voté une loi autorisant à l'exécutif congolais de ratifier le protocole de Maputo. Ça vient aussi au moment où, comme j'ai souligné, j'ai fait les liens avec la guerre, il y a eu le marche mondial des femmes qui se passe à Bukavu, ce qui met la pression. Donc je ne vais pas dire que c'était la volonté politique, mais c'était plutôt la pression du mouvement féminin ou féministe du monde entier. Et en passant, je vais remercier toutes les femmes du monde qui ont quitté leur pays, qui se sont associées à nous pour faire cette marche à Bukavu. Le protocole de Maputo est ratifié en 2008, mais après, nous avons été pendant 10 ans butés à un défi énorme qui est malheureusement l'opposition de l'Église bénielle. Pour nous, c'était vraiment ça. 10 ans depuis la ratification du protocole de Maputo, cette loi ne pouvait pas être opposable, malgré le fait que notre Constitution, dans son article 215, dispose clairement que tout instrument dûment ratifié, mais il doit être publié au journal officiel pour que cet instrument devienne opposable. On ne pouvait pas utiliser les protocoles de Maputo avant que ça soit publié au journal officiel. Maintenant, on part de 2008 jusqu'en 2018, lorsque le protocole de Maputo est publié. Je vais ici me joindre à ce que Daniel a dit, les stratégies sont diverses. Il n'y a pas une seule stratégie qui va marcher. Il faut absolument une diversité de stratégies, mais qui convergent vers un seul objectif, qui est de faire bénéficier à la femme de ce droit de contrôler d'abord son corps, de disposer de son corps librement et d'accéder à l'avortement sécurisé. Le contexte de la RDC, 10 ans après, nous avait imposé maintenant d'entrer dans les plaidoyers discrets parce que publiquement, visiblement, on n'y arrivait pas. Ça nous a pris 10 ans. C'est ainsi que, avec l'arrivée aussi des iPass en RDC,
Avant ça, la plupart d'organisations, Benyel l'a mentionné, des partenaires techniques et financiers ne voulaient pas que leur nom soit associé de manière ouverte au plaidoyer lié à l'avortement. Ces risques réputationnels pour leurs institutions faisaient qu'on avait du mal à trouver l'appui qui nous permette de faire à pousser ces plaidoyers-là. Du côté étatique, on avait quelques autorités dans toutes les institutions qui étaient ouvertes à soutenir, mais tout le monde vous disait tout de suite, l'avortement n'est pas légal. Donc, ces risques réputationnels partent au niveau des institutions techniques et financières, mais aussi pour les individus qui adhèrent à la lutte, mais qui sont liés par rapport à leur positionnement dans des institutions étatiques, pour vous soutenir de manière ouverte. Alors avec IPAS, nous avons vraiment travaillé aussi avec les organisations. Au départ, on travaillait d'abord de manière informelle, jusqu'à ce que nous avons décidé de mettre en place la coalition. Nous avons une coalition contre les grossesses non désirées qui commence avant même la publication du protocole de Maputo officiellement, à travailler sur comment nous pouvons faire passer ces protocoles au journal officiel. Maintenant, un autre défi, Antonella avait mentionné, ça j'ai beaucoup aimé sa présentation, parce que les défis que nous avons eus aussi, c'était l'absence de données fiables à opposer aux autorités de l'État. Je me rappelle en son temps, en 2016, nous allons faire un plaidoyer au niveau de l'Assemblée. Les députés qui étaient là dans cette législature nous ont tout de suite demandé de présenter des données fiables dans le contexte congolais pour le convaincre. Eh bien, nous n'en avions pas en son temps. Donc, les données fiables publiées par l'Institut Goodmakers, mais aussi IPAS a mené une étude avec les ministères de la Santé. Ces données, même si ce n'était pas nécessairement des données venant de l'extérieur, ça c'est très important que je mentionne ça pour des pays qui vont vouloir peut-être apprendre des processus des uns et des autres. Certains conservateurs refusent tout de suite les données qui viennent d'autres pays. Donc il est important pour des partenaires d'appuyer aussi les initiatives qui vont générer les données dans les contextes où ils souhaitent appuyer les processus d'application du protocole de Maputo. Donc, c'était pour mentionner que pour le contexte de la RDC, ces données ont été très, très, très capitales pour nous, parce qu'à partir du moment où on avait les statistiques congolais, même si c'était fait que dans la ville de Kinshasa, pour l'étude de l'Institut de recherche Goodmakers, c'était des contextes de Kinshasa, mais quand même, ça permettait d'établir des dialogues. Autre chose aussi, c'est, en termes d'argumentaire que nous avons fait passer en avant, c'est les coûts économiques liés à des avortements non sécurisés, face à tout simplement soutenir les processus de publication du protocole de Maputo. Toujours avant la publication du protocole de Maputo, les plaidoyers avec IPAS, la coalition et d'autres institutions nous ont aussi permis d'obtenir une circulaire du Conseil supérieur de la magistrature, parce que les prestataires cliniques ou même les jeunes ou les relais communautaires faisaient face à un risque de se faire arrêter, parce que le code pénal est clairement formel sur le fait que l'avortement n'est pas légal en République démocratique du Congo. Et donc, cette circulaire nous aide déjà, et vient ensuite la publication du protocole de Maputo, qui s'en est suivi avec un autre processus de la révision des normes et directives liées à l'avortement complète, centré sur la femme. Ici, j'aimerais souligner une chose. La collaboration de plusieurs parties prenantes et la confiance
Parce que par moment, nous ne savions pas qu'est-ce que le ministère de la Santé est en train de faire maintenant, ou le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes de la société civile, mais nous étions confiants, nous avons fait confiance que tel que le ministère de la Santé travaille avec le Conseil supérieur de la magistrature, c'est pour en fait, réaliser ce qui est dans leur mandat, ce que la société civile ne sait pas faire. Mais quand même, il est très important que la société civile garde ce suivi-là pour que le contenu des normes ou de lois ou de tout ce que nous faisons comme plaidoyer respecte justement les instruments internationaux dûment ratifiés. Et je parlais de la collaboration, j'ai senti un peu la pression là, sorry. Je parlais de la collaboration et de la confiance mutuelle, mais aussi la vulgarisation de tout ce qui passe. Parce que c'est ces partages d'informations, justement, qui, pour le contexte de la RDC aussi, où c'était très difficile de commencer à parler des questions liées à l'avortement, qui a fait que les jeunes qui adhèrent, qui apprennent l'information, parce que c'est eux qui sont aussi la majorité exposés à des risques liés à l'avortement non sécurisé à cause de coûts économiques liés à ça, parce que pour notre contexte, bien que l'avortement soit illégal, ceux qui ont un pouvoir économique parvenaient quand même à accéder à l'avortement sécurisé parce qu'ils ont le pouvoir économique. Comme pour dire que la mort liée à l'avortement non sécurisé, c'est un peu plus pour les vulnérables, ceux qui n'ont pas les pouvoirs économiques. Et autre chose qui était très important dans notre contexte est que dans le travail de la coalition, nous avons et les organisations nationales et les organisations internationales. Mais quand même, les organisations internationales, ils ont pris les reculs. Il n'y a que les organisations nationales qui sont vraiment le porte-voix des plaidoyers que nous faisons pour éviter d'être confrontés à l'argument qui dit que nous copions des choses qui viennent d'ailleurs. Donc il est très important en termes de partage des expériences par rapport à notre processus que nous avons suivi jusqu'ici, de vous approprier. Quand je dis vous, ça veut dire le pays qui veut apprendre de notre expérience, le jeune comme les femmes, comme les hommes qui s'engagent dans ces processus, de s'approprier vraiment le message de plaidoyer. Et aussi, pour notre contexte, le média a joué un grand rôle, parce qu'il y a même un réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive qui s'est mis en place avec l'appui des IPAS et d'autres partenaires qui, après leur formation et clarification des valeurs, nous ont aidés à créer ces dialogues, cette dynamique de débat autour de la question qui n'est plus vraiment un tabou aujourd'hui pour la RDC. En termes de conclusion, je vais dire que nous avons eu beaucoup de progrès, et au niveau des normes et au niveau des politiques ou dans les cadres légaux, au point où les cadres légaux que nous avons maintenant, s'il est appliqué ne serait-ce qu'à 40%, il y aura beaucoup plus de femmes et de jeunes femmes qui vont déjà jouir de leurs droits. Cependant, nous ne croisons pas les bras. Maintenant, autre chose est aussi le déploiement de ce qui s'est fait dans quelques provinces, partout dans les pays. La RDC, c'est un pays qui est énorme, c'est comme un mini-continent. Dans quelques zones, il y a l'accès aux services qui est déjà assuré. Il y a ce besoin de se déployer afin que dans toutes les zones de la RDC, les femmes et les filles puissent bénéficier de l'accès aux services. Merci Annie, merci beaucoup. On va donner la parole à l'audience tout à l'heure si vous avez des questions et des commentaires. Mais avant cela, je voulais faire un petit suivi sur 2 points. Beaucoup d'entre nous ont fait référence au protocole de Maputo. Et ma question est, vous êtes libre de choisir qui va répondre. Est-ce que le protocole de Maputo suffit pour qu'on arrive là? Ça, c'est la première des questions.
Et puis, la deuxième question était la différence entre la décriminalisation et la légalisation. Parce que quand on fait le plaidoyer dans nos différents pays, je pense qu'il doit y avoir une différence entre les deux en termes de ce qu'on demande. Donc, j'aimerais savoir, d'après vos expériences, vous avez demandé quoi? Dépénalisation ou décriminalisation? Et peut-être je peux demander aussi à Antonella de jeter un petit mot sur ça. Comme toi, tu es juriste, je pense, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu quelle est la différence entre ces deux mots? Est-ce que c'est important, cette différence? Can you hear me? Yes. Okay, great. So it's an excellent question, and it's one that's extremely important. As I mentioned before, there are multiple actions that are needed when you're considering what can be done to ensure access to comprehensive abortion care. And this distinction between legalization and decriminalization means that what is the requirement of the state to ensure that individuals have access to something they're legally entitled to? When we decriminalize, it means that people will not be penalized, they won't face, criminal penalties based on our definition. But when we speak about legalization, it means what specific things does the state need to do to make sure that that service is available? And that not only includes introducing those grounds potentially, but also all of the other things that need to be done within the health system and outside of the health system to ensure access to quality care. So training and equipping, both pre-service and in-service training is needed, for example. The development of clinical guidelines, which are evidence-based, not only to inform on the how piece, but also on the where, who, and what. Is self-management permitted? How is that information accessible to individuals if they desire to do that? When we consider financing and costs, this means just, thinking about reproductive health technologies, appropriate allocations for staff time, and ensuring that things like the actual devices, medicines are available, and also that even things like contraception for those who are interested in post-abortion contraception are also available. Monitoring and quality assurance. So that means not just collecting service statistics. We know that it's very difficult to obtain data around induced abortion, but also doing things like case reviews and direct observations and interviews to make sure that individuals are receiving quality services. This promotes system readiness, preparedness, and responsiveness. So many of these components are addressed within law and policy frameworks, and they kick in once you move from decriminalization to legalization. I hope that helps. That helps. Thank you so much. Does anybody want to take the floor? Maybe we start with someone who hasn't spoken recently. Marie-Eveline? Oui, merci Mala pour la question. Moi, je pense que le protocole de Maputo, c'est une base, mais que ce n'est pas une base légale. C'est une base qui peut permettre effectivement aux activistes et aux États de commencer à travailler, mais il faut absolument que les États non seulement l'intègrent, ensuite, après l'avoir intégré, il faut que ça soit maintenant au niveau national, une loi nationale. On a bien vu avec le Bénin qu'il y avait une loi avant le protocole de Maputo. Ensuite, il y a eu le protocole de Maputo, mais ça ne peut pas suffire. Il faut que les pays votent des lois. Une fois que ces lois sont votées, il faut que ces lois couvrent tout le spectre de l'avortement sécurisé et puissent couvrir tous les cas possibles, ce qui n'est pas encore le cas au Bénin. Donc il y a tout un travail à faire qui peut être graduel, et on peut utiliser le protocole de Maputo graduellement pour pouvoir développer ces lois et ensuite les appliquer, mais ce n'est absolument pas suffisant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Béniel, tu voulais? Oui, merci. J'irai dans le même sens parce que le protocole de Maputo, la plupart de nos États l'ont signé et ratifié. Mais à l'interne, on a peut-être le code pénal qui va contre, on a peut-être le code de l'enfant qui va contre, on a d'autres dispositions qui vont contre. Et à un moment donné, ça devient le bon vouloir du pouvoir politique qui est là. Et c'est qu'il n'existe pas vraiment de mécanisme contraignant
pour contraindre les États à appliquer ou respecter ce protocole auquel ils ont librement adhéré. C'est vrai, il y a les réunions de suivi périodiques de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais ça ne suffit pas pour les contraindre. Donc, le protocole de Maputo est une bonne base, mais n'est pas le panacée pour garantir quand même ce droit, je pense. Merci. Ouais, justement. Annie, oui? Ok, je suis d'accord avec mes copanélistes que le protocole de Maputo seul ne suffit pas, mais c'est une bonne base. Mais là encore, j'insisterai sur le fait que chaque pays, les activistes de chaque pays devront faire l'analyse du cadre juridique de leur pays pour décider sur la stratégie des plaidoyers qu'ils vont mettre en place et en ce moment-là voir où est-ce que le protocole de Maputo peut booster le travail qu'ils font. L'exemple de Bénin nous le démontre, ils avaient les exceptions déjà élargies avant le protocole de Maputo. Nous n'en avions pas, nous nous sommes basés sur le protocole de Maputo. Cela dit, j'aimerais juste partager l'expérience de la RDC. Quand le docteur Antonel a dit qu'il y a d'autres mesures d'encadrement domestiques qui doivent accompagner. Je prends quelques exemples intégrés dans le norme et directive des soins complets d'avortement centré sur la femme pour la RDC. La question de l'âge, par exemple, Beniel vient de dire, le protocole laisse au pays les soins de domestiquer selon leur souveraineté. Mais si le code de la loi pour la protection de l'enfant, l'âge pose problème. La RDC, les normes a pris en compte la question de l'âge. La question, par exemple, des preuves, exiger les preuves de viol pour l'accès à l'avortement sécurisé. Les normes a pris en compte. La question de l'autorisation maritale, par exemple. Alors, c'est important que je prends juste ça parce qu'on a un défi sur le temps. Autre chose aussi, au-delà de ça, c'est les contextes socio-économiques. La femme, le pays, l'écosystème où se trouve la femme, c'est très important que ça soit pris en compte pour que le protocole devienne maintenant un élément, comme j'ai dit, qui vient accélérer ou encadrer l'accès aux soins complets de l'avortement sécurisé. Merci. Daniela, did you want to jump in on either of the questions around the decrim or the difference between decriminalization and legalization and what that means for your situation in Argentina very quickly? Okay, I try to keep it short, but I think it's about what Antonella said, of course. You know, having the law obligates the government to provide of parents when we're asking minors to continue with the pregnancy. So we discuss these kinds of things with various ministries and how we might think about how abortion continues to be exceptionalized. And then finally, we respond to direct requests. So where countries are considering other types of parallel activities in addition to penal code reform. So potentially the development of ministerial decrees to stop the effects of the suspension of applicable criminal laws, or the development of new guidelines, or areas that are focused on information provision. So we do all of those things. I haven't covered everything, obviously, but I hope that's good. That's very good. Thank you very much. And thanks for that question. How do we really trickle down these guidelines to country level? Two panelists have not had the last word, so I'm going to give you to the floor 1 minute each, quickly. Merci, Mala. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. On parlait du fait qu'il y avait diverses stratégies. Il y a les stratégies communautaires et il y a les stratégies au niveau des États. Je pense que, comme on disait au départ, il est important d'intégrer la question de l'avortement sécurisé dans les droits de l'homme. Et pour ce faire, et pour obliger les États, les activistes peuvent utiliser, et la société civile, différentes méthodes. Il y a les rapports alternatifs aux différents comités, du CERD, CEDAW,
et à la CRC. Il y a également la revue périodique universelle, et chaque 4 ans, les États passent à cette revue. Et on peut en fait mettre la pression sur les États avec les recommandations des comités et de la revue périodique universelle. C'est un peu comme Nemit and Shemit. Et à partir du moment où on fait ça, ils sont obligés de répondre et de s'engager sur ces questions, ce qui peut venir compléter l'activisme et le travail de la société civile. Merci. Ok, moi je vais, me basant sur l'expérience de la RDC, je vais dire que le travail il doit être fait à 3 niveaux, mais encore une fois en insistant que chaque pays doit prendre son contexte, identifier ses alliés, identifier les moments clés, les opportunités qu'il faut saisir, et ça aller au niveau de gouvernance, où les plaidoyers, c'est vraiment ce qu'on utilise. Considérer au niveau de gouvernance, il y a les cadres légaux, les politiques et tout ce qui est personnel, ressources. Au niveau des services en soi, il y a la qualité, la disponibilité des intrants, la formation ou recyclage des prestataires des services, c'est très important. Enfin, au niveau de l'engagement communautaire, il est important qu'on associe tout le monde dans la communauté, le jeune, les femmes. L'engagement des hommes, ça reste, en tout cas pour notre contexte, un élément très capital, parce que lorsque certains hommes s'engagent, ils peuvent faire écouter d'autres hommes et ça crée un environnement safe pour la femme et la fille, qui est au fait la bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Encore une fois, merci et merci à tous de nous avoir suivis. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort pour notre panel? Merci beaucoup, chers collègues. Et Béniel, il aime parler, hein? Vas-y, ok, je te donne. Non. Merci beaucoup. Bon, je m'en voudrais de terminer sans ce cri de cœur. En fait, les jeunes, comme vous le savez, sont autonomes, sont actifs, aiment prendre des risques et sont stratégiques quand ils s'engagent sur une cause. Donc, c'est inviter les uns et les autres à faire plus confiance aux jeunes, à aller au-delà du simple branding pour lesquels on les associe. Aller au-delà, généralement quand on dit les jeunes, on pense qu'ils ont un rôle juste à jouer au niveau de la sensibilisation ou au niveau du plaidoyer, alors qu'on peut beaucoup plus. Et je vais profiter pour remercier sincèrement IPAS et Audace qui ont quand même cru aux jeunes. Inviter tout le monde à faire part. Je pense que l'espoir est possible. Le moment est plus que jamais propice pour faire avancer la question de l'avortement sécurisé dans la région, je pense. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers panélistes. On va